Et nous étions là à la fin de la messe et j'ai entendu la conversation entre les deux pères, mon père, le père de Denise, et l'abbé Davot, qui était le curé de notre paroisse. Et l'abbé Davot dit, vous savez, j'ai une idée, cette année, puisque personne ne va aller dans les lieux de vacances habituels, tout le monde est un peu tendu, moi j'avais envie de faire un camp de vacances, un petit peu comme le scoutisme, c'est-à-dire d'emmener un groupe d'enfants, avec l'accord des parents évidemment, dans la Vienne, à l'Encloître, où ma mère a un petit château dans la campagne. Il y a des bois, on peut faire des jeux, on peut faire quelque chose de sympathique. Et les parents n'étaient pas trop enthousiastes, mais nous, les enfants, on était vraiment très bien partis. Et nous devions rentrer à Paris le 5 septembre. La rentrée en général était vers le 10 ou le 15 septembre. Et le 3 septembre au matin, notre cher jeune abbé, très dynamique, très jeune prêtre, déjà un peu, bien évolué, qui était très près des jeunes, s'arrête avant de monter à l'hôtel et nous dit, mes enfants, j'ai quelque chose de très grave à vous dire. Depuis hier, c'est la guerre. Cette vision, je l'aurai toute ma vie. Ils combattent parce que la guerre nous a été imposée par l'Allemagne, parce que depuis 3 années, son ambition dévorante ne laisse plus à l'Europe un seul jour de sécurité. Ils veulent en finir avec le système de menaces et d'alertes incessantes. Ils nous ont obligés à recourir 3 fois depuis une seule année à la mobilisation de nos forces, arrachant le paysan à sa terre, paralysant la vie économique et désorganisant les foyers. Les hommes, tous les hommes de ce pays avaient un livret militaire après leur service militaire. Et tout était déjà organisé en cas de conflit. C'est-à-dire que dans ce livret militaire, il y avait une mention, dont je me souviens très bien des expressions, mobilisable immédiatement et sans délai, et puis d'autres sous 24 heures, sous 48 heures, sous 8 jours. Bon, j'ai vu mon père partir à la guerre. Bon, j'avais 5 ans. Et c'est mon grand-père qui m'a emmené à l'école pour la rentrée. Et mon père a été démobilisé au mois de juin de l'année d'après, parce que les troupes se sont en 40, voyez-vous. Alors je me rappelle que dès que j'ai su qu'il était rentré, j'ai couru à sa devance, nu-pied. Mon papa n'a pas fait la guerre parce que, premièrement, il avait 2 hernies. Et puis alors, comme on était 4 enfants, il a été dispensé de partir à l'époque, il les emmenait en Allemagne. Et lui n'avait pas été versé dans une unité combattante dans la référence à une mobilisation envisageable, parce que il travaillait dans un milieu financier de l'exportation d'acier, et on l'avait affecté au service de santé dans l'administration d'un hôpital de campagne. Donc il est parti immédiatement, mais dans toutes les maisons, il faut bien dire que dans toutes les familles, pratiquement en une semaine, il n'y avait plus que des femmes, des enfants et des vieillards. C'était la d'époque qu'ils appelaient les chevaux, les vaches et tout ça, ça montait, c'était une colonne d'animaux. Et puis alors tous les chevaux, et puis les gens qui étaient montés dessus, les soldats, puis ça y allait voir, ils étaient les uns derrière les autres, et je me rappelle que ma mère, ma soeur d'une main et mon petit frère de l'autre main, et moi je suivais derrière, et quand j'ai voulu traverser entre les chevaux, je n'ai pas pu. Ma mère, elle a réussi à traverser avec
ma petite sœur et puis mon petit frère, puis moi je suis resté de l'autre côté. Tout est resté. L'arrivée des Allemands en 40, c'est les croix gammées qui rasaient notre maison, les avions avec les grosses croix gammées. Il y a eu ça. Ensuite, comme mes parents avaient acheté un pavillon sur les hauteurs de Rouen, juste à la déclaration de la guerre, de ma fenêtre de chambre, j'ai vu tous les ponts sauter dans Rouen. Les Allemands, pendant 15 jours, nous sommes restés sans descendre dans Rouen parce que ça fumait toujours. Les Allemands continuaient à brûler les quartiers, les vieux quartiers. Et pour un enfant, c'est très traumatisant tout ça. Et nous, on était cachés dans les fossés, on se cachait sur les bords de Vienne, au port d'Io. Bon, les Allemands sont arrivés en juin. Oui. Donc, il y a eu un laps de temps. Après, bon, à l'école. Et lorsque j'étais à l'école, comme tous les enfants, dès qu'il y avait la sirène, on quittait tout, on laissait tout et on allait dans les caves. Puis il y a eu les restrictions. Pour tout le monde, c'était ça. Et je me rappelais nous étions un petit peu frappés parce que la réflexion de ce jeune abbé disant à nos parents, vous savez, ça va être une guerre très difficile, les Allemands vont vouloir anéantir Paris, vont bombarder tout de suite, ça va être très violent, mais dans 3 mois, nous serons à Berlin. La guerre éclaire, disait-il. Donc, toutes les familles se sont organisées, la rentrée des classes s'est faite, et puis il ne s'est rien passé. On a été bombardés, tout a été assez calme, peu d'activités, il y avait les communiqués avec les rien à signaler, etc. Lorsque, à Rouen, on prenait le tramway, bien sûr, on se déplaçait en tramway. Mais cette peur que j'avais, les Allemands, ma tête arrivait juste là où il y avait leurs poignards, vous savez, ils avaient des poignards sur le côté. Mais je tremblais à chaque fois que je prenais le bus, ces gens-là, à savoir ce qu'ils avaient fait à ma famille, mais c'était... Partout, on les trouvait, partout. Que ce soit dans les cafés-concerts, à Rouen, il y avait 2 magnifiques cafés-concerts, c'était toujours plein d'Allemands. Partout où on allait, ils étaient là. Dans les églises, partout. On les trouvait. Et on vit comme ça tous les jours. Mais je dis quelquefois, mais comment on arrive à résister, à tenir... Ah bah oui, parce que il logeait dans les châteaux partout à droite et à gauche. Il logeait à Détilly, un château, il logeait dedans. Il y en a un autre là derrière, un petit château, il logeait dedans. Toutes les grosses maisons, châteaux et tout ça qui pouvaient réquisitionner, il s'y mettait. Ah ben non, là c'est quand il débarquait, c'est en 40 ça. D'accord. Là c'était, il y en avait ils étaient les uns derrière les autres, montés sur les chevaux. Ils voyaient un beau cheval que t'as là, ils laissaient celui qu'ils avaient parce qu'ils le trouvaient pas bien. Ils montaient sur le cheval et puis ils emmenaient les vaches, en fait tout ce qu'ils pouvaient ramasser. Voyez-vous, c'est vrai que les Allemands avaient couché dans sa chambre, et nous, on était avec mon grand-père et ma grand-mère à côté, voyez-vous, et eux, ils dormaient avec le fusil à côté d'eux. Et ce que je me souviens, c'est qu'ils m'ont offert des bonbons, mais ma grand-mère m'a dit d'y jeter parce qu'il ne fallait pas les manger. Il allait m'empoisonner, voyez-vous. Et j'ai écouté. Quand mon père est revenu, il était parti, ils ont été là. Je ne peux pas vous dire si c'était 2-3 jours, je suis incapable de vous le dire, ça. D'accord. Mais de toute façon, je les vois dans la cour. Et le fusil, alors ça. Les gens se logeaient où ils pouvaient. S'il y avait quelqu'un, comme là, on va dire chez nous, il y a eu des gens qui sont venus, qui sont venus des Ardennes, qui cherchaient, ils savaient pas où se mettre. Et puis mes parents ont dit, bah, mettez-vous donc là. Ils se sont mis dans 2 pièces. On a suivi l'invasion, les ponts ont sauté sur la Loire, donc les choses devenaient assez dramatiques. Et un matin, en ouvrant ses volets, ma mère est restée figée,
les a refermés immédiatement et au travers des persiennes, nous avons vu les premiers chars allemands qui arrivaient sur le champ de foire de l'Encloître avec des SS. Et ça, c'était épouvantable parce que les armes étaient braquées sur un tas. Ce champ de foire à l'Encloître était envahi de réfugiés, de gens qui avaient déjà fui la Belgique, qui avaient fui le Nord, qui avaient fui tous ces endroits-là et qui marchaient le long des routes, assaillis par les avions italiens qui canardaient les réfugiés. Et l'armée en déroute, parce que notre armée était en pleine déroute. Et sur ce champ de foire, il y avait des militaires qui étaient là, avec leurs armes, dépenaillés, ayant marché des kilomètres. Et là, les Allemands, les SS, ont braqué les canons des chars sur les soldats un peu dépenaillés et en déroute, et qu'ils avaient récupérés et fait prisonniers. Et la peur était qu'un seul bouge. Et nous avons vu les soldats SS avec leur tête de mort sur les insignes, sur les casquettes, arracher des uniformes d'hommes qui étaient pâles comme des morts, et le visage complètement défait. On leur arrachait leurs boutons, leurs décorations s'ils en avaient, et leurs galons. Et la grande peur de ma mère, je me souviens, nous avait dit « Faites une prière pourvu que pas un ne bouge. » Sinon, et puis la journée s'est passée, il n'y a pas eu de drame. Et je dois dire que les populations de la Vienne, de ce Poitou, comme de cette Touraine, étaient exceptionnelles. Ils ont freiné les réfugiés en leur disant « N'allez pas plus loin, ça n'est plus la peine. » Et tout le monde a fait de la place dans ses dépendances, dans des pièces inoccupées, pour accueillir des familles avant un éventuel rapatriement, parce qu'il n'y avait plus rien à faire, chacun allait rentrer chez soi. La France était envahie, la ligne de démarcation a été établie. Bon, tout le monde connaît ce qui s'est passé avec ce gouvernement à Vichy, tout le monde avait fui finalement, c'était un désordre vraiment très troublant. À cette époque-là, on habitait à Détilly, à côté du château de Détilly, et on avait été se cacher dans les caves qui sont par les Coudreaux. Il y a des caves par là, et mon père, il avait dit à l'époque, on va aller se cacher dans les caves là-bas, mais quand on est arrivé, tous les gens de Savigny, eh ben, ils étaient venus la veille, et puis toutes les caves étaient pleines, et puis ma mère, elle a dit, on va coucher là, on s'est logé comme on a pu, parce qu'il y avait tellement de monde dans la cave, parce que c'était des grandes caves, et il y avait tellement de monde que ma mère, elle a dit, il y a des caves chez mes parents dans le Véron, moi je m'en vais avec mes enfants, parce que mon père il voulait pas. Alors elle a dit à mon père, tu restes, tu fais ce que tu veux, mais moi avec mes enfants, je m'en vais chez mes parents dans le Véron. Toute ma famille a été arrêtée par les Allemands. Donc je vous explique. Ils faisaient partie d'un réseau très important. Ils étaient à Évreux, pas très loin de Rouen finalement, où j'habitais. Ils étaient 10. Et ce sont des Français qui les ont vendus, comment on pourrait dire. Les parents de ma tante les attendaient pour prendre le café, ils habitaient dans la même rue. Et cette pauvre femme a vu sa fille, son gendre, toute la famille partir avec la Gestapo. Ils ont été emmenés comme ça sur Paris. Arrivés à Paris, ils ont été emprisonnés, mais comme il y a eu un attentat au Rex, qui était plein d'Allemands, par représailles, ils en ont fusillé. C'était par lettre alphabétique. Donc, le frère de maman s'appelait David, Noël David, forcément. Mon autre oncle, Lefebvre aussi. 4 autres personnes qui faisaient partie du groupe aussi. Et le reste, les dames et les messieurs qui restaient ont été envoyés à Ravensbrück et à Auschwitz. Et là, c'est là où ils ne sont pas revenus. Les 2 seules personnes qui sont revenues sont décédées quelque temps après. Et un beau jour, nous avons vu 2 filles dans ma classe, qui sont arrivées avec des étoiles jaunes cousues sur leurs vêtements, avec la mention « juif ».
Alors, les parents ont dû nous expliquer, parce que nous, juifs, ça ne nous disait rien. Nous étions catholiques pratiquants, on savait ce qu'étaient des juifs, mais ça n'entrait pas dans la vie courante. Et alors, ça nous a semblé vraiment très dur. Et ces filles-là étaient quand même très, très secouées. Elles étaient sombres, elles étaient tristes. Elles vivaient dans leur quartier qui était très surveillé, le quartier du Sentier, ce quartier de... C'était quand même très prégnant. Au point qu'on a découvert au cours de nos activités que, par exemple, les Juifs n'avaient le droit de monter dans le métro que dans la dernière voiture de la rame. Alors, comme nous avions une fois par semaine sport, nous partions toute la classe, 40 élèves, par le métro à Saint-Augustin jusqu'à la porte de la chapelle, dans un gymnase, et nous faisions 3 heures de sport le lundi après-midi. Alors la question s'est posée au premier déplacement. Le professeur qui nous accompagnait, la surveillante qui nous accompagnait, on monte où? Alors nous avons toutes pris nos cahiers sur le bras, comme si nous étions toutes juives, et que nous cachions l'étoile, et nous sommes toutes montées dans le wagon de queue. C'était naïf, mais maintenant ça m'attendrit beaucoup, parce que on avait l'impression de faire... Il y avait 2 filles dans ma classe pour 40 élèves. Et pour 2 filles, on était capable de s'organiser une mini-résistance. Et je trouve que c'était naïf et candide, mais combien réconfortant. Ça a été très dur. Ma grand-mère est morte de chagrin. Quand on perd fille, fils, gendre, belle-fille, c'est très dur. Ensuite, maman a été arrêtée par les Allemands. Papa a été prisonnier. Maman a été arrêtée par les Allemands parce qu'elle, soi-disant, en passant à Rouen, vous aviez 2 casernes, une qui était l'une par les Allemands et l'autre c'était les prisonniers canadiens, anglais. Donc maman avait regardé, certainement fait des signes, elle avait beau dire que c'était pas vrai, certainement elle avait... Donc elle a été arrêtée, emprisonnée. Moi j'étais toute seule à la maison. Et c'est l'effet du hasard. Comme elle avait été obligée de travailler pour les Allemands, enrôlée de force pour les Allemands, elle avait un passeport, et c'est là qu'ils se sont aperçus, ma foi, ils l'ont relâchée. Mais elle avait l'épée de Damoclès sur la tête. Comme elle était responsable de tous les services à l'électrocable, s'il y avait eu une erreur, maman était fusillée aussi. Vous voyez, tout ça, c'est très très dur pour un enfant à vivre. Nous allions, mes parents et moi, nous allions avec mon frère, parce qu'on ne se quittait pas. Ça, c'était la hantise de ma mère. Elle avait très peur qu'il nous arrive quelque chose, ou un bombardement ou quoi, pendant que nous étions séparés. Donc, les activités, c'était toujours ensemble. Pour le week-end, les sorties, le musée ou des choses comme ça. Et ce jour-là, nous étions rue de Rivoli, venant de la place de l'Hôtel de Ville et allant vers la Concorde. Et à l'hôtel dont je ne me souviens plus du nom, qui était le plus proche de la Concorde, il y avait un grand hôtel, je ne sais pas si c'était Édouard VII peut-être. Non, Édouard VII c'était le théâtre où nous allions. Nous allions à une séance de théâtre au théâtre d'Édouard VII, c'est-à-dire près de la Madeleine, et nous étions rue de Rivoli. Et dans cet hôtel était logée la commandanture allemande, où régnait le commandant du Groß Paris, comme c'était sur les affiches, von Stuttnagel. Donc, il y avait des débordements sur la chaussée et nous étions obligés de descendre sur la rue, de franchir le trottoir était interdit. Et là, une voiture conduite par un chauffeur allemand et transportant un général, nous étions en file indienne le long des barricades et la voiture heurte mon père qui valdingue sur le capot et qui tombe par terre. Alors naturellement, le général allemand sort de la voiture, tense vertement son chauffeur, mon père se relève avec une grosse bosse, des bleus après, donc, et le général, pour ne pas perdre la face, s'excuse et lui dit mon chauffeur va vous ramener à votre domicile. J'ai vu mon père complètement paniqué, imaginer de rentrer à l'appartement,
déposé par une voiture allemande avec un chauffeur allemand, c'était absolument impossible. Il a fait face en disant mais non, c'est rien du tout, il s'est un peu épousseté, non, ne vous inquiétez pas, nous allons rentrer. Et ça n'a pas duré très longtemps, mais je me sentais complètement paniquée à l'idée de revenir à notre domicile, convoyé par un Allemand en tenue, et dans le fanion du général sur la voiture. Ça a été un moment pathétique, absolument pathétique. Et le général nous a laissé rentrer par le métro, heureusement. De 39 à 45, il y a eu un passage qui n'était pas trop beau. Parce qu'on allait à l'école, il fallait des tickets pour acheter les habits. Alors, à ce moment-là, c'était des arrière-grands-parents qui avaient des draps, des chemises en toile, et que les parents nous passaient dans la teinture, et c'est la couturière qui nous faisait des blouses avec les tissus en toile. C'est pas les tissus de maintenant. Et ça s'appelait des galoches, des souliers comme il y a maintenant à haute tige là. C'était des galoches à semelles en bois, que le sabotier nous faisait des semelles. Et j'ai fait mon école et catéchisme avec ces sabots-là. Qu'est-ce que vous voulez? C'était pas Antoine Cochon quand même à cette époque-là, voyez-vous. Bien là, on mangeait des haricots et des pommes de terre. Hein. C'est entré dans un organisme de distribution parce que les Allemands ayant mis la main sur toute la production française et les restrictions qu'on sait, parce que en France était une armée d'occupation, mais l'Allemagne aussi n'avait plus de chefs de famille dans la population. Et il fallait bien que quelqu'un ravitaille. Donc les Allemands prenaient sur nos productions agricoles, sur nos productions industrielles, et le rationnement s'est installé. Donc il a fallu des organismes pour traiter ce rationnement. Et mon père, après, a eu un emploi qu'il a gardé toute la guerre, et on a vécu toute la guerre assez sobrement. Les revenus n'étaient plus les mêmes, et puis les possibilités financières non plus. Donc ça a été assez difficile. Et puis, à ce moment-là, il fallait des tickets pour acheter le pain, le sucre, ils nous vendaient ça par demi-livre. C'était pas comme maintenant. Du café et tout, après de l'huile. Les gens se mettent des colzas pour arriver à faire de l'huile. C'était pas comme c'est maintenant qu'on a beau répéter. Et puis la farine, on faisait du pain parce qu'il fallait des tickets de pain, mais il n'avait pas lourd, ça faisait 100 grammes par jour. Alors les parents avaient acheté un moteur pour broyer le blé. À ce moment-là, il y avait du blé dans toutes les maisons. Toutes les maisons ne faisaient peut-être pas la farine et puis le blé avec le blé comme nous on faisait maintenant. Et puis après, il fallait faire attention parce que les Allemands venaient dans les fermes pour se ravitailler s'ils prenaient ce qu'il avait envie. Et nous, il fallait rien dire. Je veux dire que nous, on n'a pas été malheureux. Mon père boulanger, on tuait de temps en temps un mouton, un truc comme ça, un cochon, et les gens, ils vivaient un peu comme ça. Mais celui qui avait rien, qui n'avait pas de lapin, qui n'avait pas rien, ben,
ils l'ont, selon mon dire, ils l'ont pété. Qui permettait à maman d'aller dans les fermes chercher du ravitaillement. Là encore, elle s'est fait arrêter, mais par des gendarmes français. On n'avait pas le droit. Ils leur prenaient tout. Et je me souviens, elle est arrivée en pleurs, maman. Elle avait des œufs, de la crème, du beurre, des haricots, tout ce qui nous manquait, franchement. Ils lui ont tout pris. Elle allait en vélo. C'était défendu, on n'avait pas le droit d'aller se ravitailler. Ah ben oui. Mais ça c'est pareil, c'était un peu le marché noir parce que les gens, ils avaient rien. Et ben certains vous donnaient pour avoir, par exemple, un kilo de blé ou une demi-livre de beurre. Parce que nous, étant à la ferme, on pouvait avoir du beurre, des camemberts, et puis pas en grosse quantité, mais on pouvait en avoir. Et les gens de cette époque-là, comme mes parents, ils faisaient un peu de, qu'on appelait le marché noir. On changeait pour avoir une blouse, un pantalon, ben, avec les commerçants qui avaient encore toutes leurs réserves qui étaient cachées, on arrivait moyennant, parce que si jamais c'était dévoilé, c'était la catastrophe, pour risquer beaucoup. J'ai acheté du tissu. C'était avec des tickets. Alors ma maman et puis sa sœur avaient été à Avoine. Avoine, c'est un grand où est placé la mairie maintenant. C'est un grand marchand de tissus. Il faisait la queue depuis des fois toute la journée. Alors quand l'heure arrivait qu'il n'avait marre, il n'y a plus rien, vous reviendrez demain matin, il y aura du ravitaillement. Et c'est ça, ça a été ça. On n'a pas toujours été habillés à quatre épingles à ce moment-là. Et je me souviens que l'on m'avait fait un manteau d'hiver dans une gabardine de mon père. Ce qui n'était pas de la plus grande élégance, mais on y avait mis des liserés blancs. Ça égayait déjà. Les jupes devenaient un peu plus courtes parce que ça prenait moins de tissu. Et cette gabardine qui m'a été un manteau bien chaud pendant 2 ans, je dois dire que je ne l'aimais pas trop. Mais toutes ces dames avaient à cœur d'être bien habillées. C'était une façon aussi de montrer aux Allemands que malgré les restrictions, on restait, la haute couture française marchait. Ça ne m'a pas intéressée. Ce qui m'a intéressée, c'est de savoir que ils avaient capitulé, ça, c'est sûr. Tout en étant jeune, pour moi, c'était un soulagement, il ne ferait plus de mal. Pour moi, dans ma tête de petite fille, c'était des gens qui ne pourraient plus faire de mal, qui ne pourraient plus nous faire du mal, à nous Français. Moi, je voyais ça comme ça. Mais dire que j'ai été vraiment comme certains enfants, tout le monde était joyeux, c'est vrai, mais il y avait quelque chose qui, je ne sais pas expliquer. C'était au moment des battages. On était après battre à la machine, ce qu'on appelait battre, c'était battre le grain avec les machines dans les maisons, dans les fermes. Et puis tout à coup, il y a des anciens qui ont dit « ça y est, c'est le débarquement, ils arrivent ». Et puis effectivement, un moment après, ben, il y avait les caravanes, ils suivaient les uns derrière les autres. Ça, je me rappelle comment on se voit là. La dernière orange que j'ai mangée, c'était à Noël 1939. Et j'ai mangé à nouveau des oranges en 1947. Nous étions à Évreux
Il y avait encore des décombres, ce que l'on appelait les décombres, parce que c'était pas encore reconstruit à l'époque. Et un jour, il y a un camion qui est arrivé avec des oranges et des bananes. Mais c'était fou, tout le monde s'est rué pour aller chercher. C'est la première fois que j'ai remangé une orange et une banane, depuis 1939. Ils sont venus le 5 juin pour faire sauter le pont de Port-Boulet. Ils n'arrivaient pas à le faire sauter parce qu'il était fait solidement. Ils sont venus le lendemain matin à 7 h du matin. Et les avions venaient jusqu'au-dessus de l'écomusée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La dernière fois qu'ils sont venus, ils ne pouvaient pas, parce que le pont de Port-Boulet, vous pensez-tu, vous avez... Ben pour le faire sauter, le dernier coup qu'ils sont venus, il a sauté le pont. Hein. Il venait comme ça, puis là, les bombes, on les voyait, parce qu'ils n'étaient pas tellement hauts. Quand ça tombait sur le pont, là, il n'y avait plus moyen d'y passer. Hein. J'ai fait ma confirmation le jour du débarquement, et les avions au-dessus de nous qui passaient, et je voyais les bombes, ça fait un drôle d'effet. Quand on voit la bombe tomber, elle n'est pas au-dessus de nous, elle est plus loin. Mais moi, dans ma tête de gamine, la bombe, elle allait nous tomber dessus. J'ai attrapé ma robe de communion, parce qu'à l'époque, nous avions des robes, des sous-robes, un voile. J'ai tout attrapé, j'ai sauté dans un fossé. Maman était dans une colère, parce que j'ai eu très peur. Alors on m'a expliqué après qu'il n'y avait pas de danger. Lorsque l'on voit la bombe, enfin très haut, hein, elle ne tombe pas sur nous, elle est plus loin. Effectivement, pas tout. Mais ça c'était drôle. Ça c'était drôle. La seule chose qu'on a pu apprécier, c'est qu'un jour à l'encloître, du côté du mois d'avril, il y avait des Allemands, il y avait des unités allemandes qui se repliaient déjà. Et un matin, sur le champ de foire de l'encloître, on s'est retrouvé avec tout un convoi allemand, avec un commandant qui avait ordonné d'emmener sur le champ de foire tous les hommes du village. Ils ont fait toutes les maisons, tous les hommes et les jeunes gens qui avaient au-dessus de 16 ou 18 ans. Et on a pensé plus tard que c'était l'équipe qui avait fait Oradour. Parce que là, ils ont convoqué tout le monde, ils les ont littéralement stockés, ils ont été d'une insolence, mais il y avait des bagages dans toutes les voitures. Et il y avait à l'encloître un Allemand de 65 ans qui avait dû être mobilisé pour que ses filles ne soient pas mobilisables, elles. Il avait plus de 60 ans. Il avait 2 filles sur le front de l'Est, et leurs 2 filles devaient être mobilisées, à moins que quelqu'un d'autre de la famille s'engage. Lui s'était engagé pour leur épargner. Alors c'était des gens qui faisaient un peu de paperasserie, de contrôle. Ils s'occupaient du contrôle des récoltes, par exemple, et tout ça, c'était des gens tout à fait... Et c'est cet homme-là qui s'est rendu compte de ce qui se passait, qui a téléphoné à la commandanture de Poitiers, et il y a eu un convoi qui est arrivé, qui a donné sans doute des ordres, et en fin de matinée, tout le monde était libéré, et ces Allemands-là étaient partis. Et là, on a compris qu'il se passait quelque chose, et qu'il y avait déjà un repli. Alors, on commençait à avoir aussi des contacts avec les maquis. Il y avait un maquis à l'encloître, et là, on a commencé à découvrir que des gens que l'on pensait plus ou moins collaborateurs, en fait, livraient des marchandises aux Allemands, et immédiatement joignaient le maquis qui était dans la région pour les renseigner sur les mouvements allemands. Alors nous nous sommes remontés à Paris, et là, alors, effectivement, les choses se sont déliées.
Alors ça, voyez-vous, on a entendu le tocsin. Notre instituteur s'est renseigné, c'était la fin de la guerre, l'école était finie. Alors là, on est tous revenus à la maison contents comme tout. Disons que j'ai été longtemps, ce qui paraît logique, à avoir une haine contre ces gens-là. Mais petit à petit, en grandissant, autrement, il vaut beaucoup mieux être ami avec ces gens-là. Ils y sont pour rien. Ceux de notre âge, ils y sont pour rien. Tout ça, ça passe. Mais il n'en reste pas moins que le vécu est là, tout simplement. Tous les soldats, ils sont pensés qu'ils suivaient sur la route, là, ils étaient les uns derrière les autres. Vous pensez, et puis ils étaient acclamés par la population. Les hommes, ils embrassaient, tout le monde s'embrassait. C'est pas de joie. Oui, on a pensé quand même. C'est à souhaiter, et je répète, que nos enfants ou nos petits-enfants ne voient pas ce qu'on a vécu. C'est ça ce qu'il y a à souhaiter. Dire que quand je me suis mariée en 1953, mais entre-temps je m'étais engagée pour l'Indochine, parce qu'il y avait dans nos générations une espèce de frustration. Nous avions subi cette guerre, subi cette invasion, alors qu'autour de nous, on venait de découvrir que dans des familles, il y avait eu des résistants. Il y en a qui sont engagés dès le débarquement. Il y avait eu des choses très importantes, et nous n'avions fait que subir et puis en sortir. Alors il y a aussi un grand besoin d'avoir une part là-dedans, d'avoir une part un peu active. Et moi c'est comme ça que je me suis engagée, parce que les dégâts collatéraux de la guerre ont été tels que moi aussi j'ai une petite sœur en 1945 qui est née le 5 juillet. Le 5 août, ma mère mourait de leucémie, de septicémie. Il y avait des antibiotiques, on connaissait la pénicilline, mais elle était réservée à l'armée. Donc maman est morte en un mois, et 5 mois après, je perdais aussi cette petite sœur. Mais tout ça venait, nous étions presque, c'était dans notre culture, on savait que les malheurs pouvaient arriver. Il n'y avait pas de révolte dans les événements. Il y avait de la souffrance, il y avait du regret, mais il n'y avait pas de révolte. Parce qu'on a l'impression que les choses se sont dégradées à un moment où les gens comblés n'avaient plus grand-chose à désirer, si ce n'est encore plus. Et alors le plus sur le plus, il n'y a plus de limite.